Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver dans Ça vous regarde, débat du vendredi pour prendre le temps de réfléchir, de regarder autrement l'actualité. Après les attaques racistes contre Christiane Taubira, la garde des Sceaux, qui a été comparée, vous le voyez derrière moi, par une militante FN à une guenon, sans oublier le magazine d'extrême droite Minute, qui annonçait qu'elle retrouvait la banane, eh bien les socialistes se sont réunis mercredi à la Mutualité, on va en parler ce soir, pour défendre les valeurs de la République, discours pour dénoncer la xénophobie, l'antisémitisme, et puis les socialistes se sont trouvés un ennemi commun, le Front National et plus largement, je le cite, le bloc droitier. Ce sont les mots d'Harlem Désir, une sorte de Tea Party à la française. De quoi le racisme est-il le nom? C'est toute la question du débat de ce soir. Est-ce que la France est raciste? Autre question évidemment importante. Certains l'affirment comme Kofi Niam-Niam, vous vous souvenez, c'est l'ancien ministre socialiste de François Mitterrand. Il l'affirme, on y reviendra dans quelques instants. Ou est-ce que c'est la crise économique, le chômage? Autre sujet important. En tout cas, c'est sûrement la peur de l'autre, de sa couleur de peau. On va revenir évidemment sur cette question. Et peut-être l'islam, on reviendra sur cette question. En tout cas, les langues se sont déliées. Les masques tombent. À qui la faute? Aux politiques, peut-être, parce que c'est un sondage qui le dit, un sondage récent qui explique qu'à près de 60%, mais ce sont les politiques qui sont responsables de ces mots, de ces dérapages racistes. lcp.fr, vous connaissez notre adresse, le JDD.fr qui est notre partenaire. Beaucoup de questions ce soir posées sur le site du JDD. Et puis, évidemment, hashtag et Facebook pour les réseaux sociaux. 4 invités sont avec moi pour parler de ce sujet sérieux et important. Georges Paul-Langevin, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes ministre délégué en charge de la réussite éducative. On ne parlera pas des rythmes scolaires, voilà, c'est fait. Ancienne présidente du MRAP, le mouvement contre le racisme et l'amitié entre les peuples. Avocate, vous étiez à ce meeting de la Mutualité pour entendre notamment ce beau discours de Christiane Taubira. Je présente ce livre qui vient de la Fondation Jean Jaurès pour une république de l'égalité contre les discriminations liées à l'origine. Donc Fondation Jean Jaurès, c'est important. Merci en tout cas d'avoir répondu à notre invitation. Louis Alliot est avec nous, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le vice-président du Front National. On a parlé du Front National qui a été évoqué largement à l'occasion de ce meeting. On y reviendra dans quelques instants. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Et puis sur ce plateau, Abdel Malik, je suis ravi de vous accueillir. Merci. Alors vous êtes écrivain, slammer, je ne sais pas comment on peut vous décrire, musicien. Ouais. 2 actualités importantes qui a trait avec notre sujet. Ce roman, ouais. L'islam au secours de la République chez Flammarion, on en voit la couverture, il vient de sortir. Je citerai quelques extraits. C'est un livre un peu fiction d'un président, politique fiction qui se dévoile, qui décide, parce qu'il est musulman, pratiquant, président musulman. Qu'est-ce que ça fait? Qu'est-ce qui se passe avec sa femme? On découvre qu'il est musulman. Lui, c'est un pur républicain et un authentique laïc. Absolument. Il se trouve qu'il est surpris en train de faire la prière musulmane. C'est le début du livre. Hein. Voilà. Et c'est un franco-français, un Gaulois, comme on dit. C'est un Gaulois. Et scandale. Une fois qu'on découvre qu'il est musulman. Scandale, il y a des passages savoureux parce que les équipes de campagne qui sont devant leurs ordinateurs, qui reçoivent des mails, des tweets, des mots d'insultes. Il y a sa femme aussi, on y reviendra. Ouais. Ça pose évidemment des soucis. On en parlera avec vous dans quelques instants. Et puis je voulais signaler votre spectacle le 16 décembre, ça c'est important. Ouais. Abdel Malik qui parle à Camus, à l'occasion, je crois, des 100 ans de la mort de l'écrivain. De la naissance. De la naissance, c'est pas de la mort. C'est au Théâtre du Châtelet. Au Théâtre du Châtelet, je ne regarde pas mes notes, vous avez remarqué. Merci en tout cas d'être là. Et puis avec nous William Gold-Nadel, bonsoir. Vous êtes avocat, président d'Avocats sans frontières. Vous êtes beaucoup exprimé à propos de Christiane Taubira, c'est la raison pour laquelle vous êtes avec nous ce soir. On n'empêchera pas de critiquer Christiane Taubira. Je présente vos livres, Réflexions sur la question blanche en 2011 chez Jean-Claude Gossevitch, et puis Le vieil homme m'indigne, toujours chez le même éditeur. Un pamphlet en quelque sorte contre le livre de Stéphane Hessel, Indignez-vous. Merci d'être avec nous, merci d'avoir répondu à notre invitation. Et puis il y aura des sentinelles citoyennes. Les sentinelles citoyennes, ce sont des internautes, des citoyens qui dans l'émission peuvent s'exprimer avec vous. Ils sont de plein pied dans l'émission. D'abord, regardez ce sujet d'Ahmed Tazir, parce qu'après tout, revenons au début. Ce meeting, ce grand rassemblement à la Mutualité autour de Christiane Taubira. Regardez, Ahmed Tazir y était. Un discours et une réflexion. Regardez. Christiane Taubira ovationnée. Cible d'attaques racistes, la ministre de la Justice reçoit une déclaration d'amour des socialistes. Un meeting contre les extrémismes. Sur scène, elle va se lancer dans des citations. Henri Michaud et René Char pour dire non au racisme. Malgré nos régimes alimentaires, malgré nos régimes matrimoniaux, malgré nos goûts,
Et malgré nos goûts des autres, et finalement, grâce à notre goût des autres, nous vivons ensemble. C'est cette photo, publiée sur les réseaux sociaux par une élue Front National, qui déclenche l'indignation. D'autres photos tout autant racistes vont faire leurs apparitions sur Internet. Le net, qui libère la parole raciste. Le net, mais pas seulement, rebelote avec le journal d'extrême droite Minute et sa une. Alors question, la parole raciste est-elle en train de se banaliser? Au Front National, on dit que non. Bon, il y a eu deux événements qui sont condamnables, je le dis très clairement, mais qui ne révèlent absolument pas une montée de quelque racisme que ce soit en France. Il faut arrêter cela. Ça, c'est du bidon. Ça, c'est de l'enfumage. Si jamais vous avez ces pensées-là et que vous êtes au Front National, vous n'avez rien à y faire. Vous vous êtes trompé de porte. Au revoir. Voilà, et sans regret. Face aux attaques, une pétition antiraciste signée par près de 100 000 personnes. Anonymes, politiques ou artistes. Il se trouve que c'est une femme qui a un charisme énorme, qui représente pour moi les vraies valeurs de la gauche, qui n'est pas le cas pour tous les gens du gouvernement, pour moi, et qu'on la laisse dans la merde, parce que c'est ce qui s'est passé, et que le mouvement vienne finalement de la base, des gens, de l'Internet, que des pétitions, je trouve ça formidable. La France est-elle raciste? En fait, on revient de loin. Retour en arrière. Des années 30 jusque les années 60, la publicité véhiculait la pensée coloniale et caricaturait l'homme noir en bon sauvage. La palme de la publicité raciste revient aux petits domestiques noirs, battus, mais contents du chocolat vendu par Félix Potin. Le savon Sirtoff, lui, me blanchit, dit cette réclame. Idem pour celle-ci, de la javel qui vous rend un noir plus blanc que blanc. C'était une noire, une merveille. La chanson coloniale n'est pas en reste, et ces textes qui désignent les Noirs comme de grands enfants congénitalement bêtes. Quittant son pays, un petit négro de l'Afrique centrale vint jusqu'à Paris voir l'exposition coloniale. Un grand gaillard à la peau noire, aux dents comme l'ivoire. Quelques années plus tard, le racisme va cibler une autre catégorie de la population française, les Arabes et les musulmans. Il faut savoir que ça existe, qu'il y a un racisme spécifique contre les Arabes et contre les musulmans. Et donc c'est indéniable. Il est indéniable que ce sont les Arabes et les musulmans qui souffrent le plus du racisme en France, même si je pense qu'ils en souffrent moins qu'il y a une vingtaine d'années. Quant aux statistiques récentes, elles font état d'une augmentation de 23% de 2011 à 2012 des actes racistes, antisémites ou anti-musulmans, sans que la distinction ne soit faite entre ces catégories. Voilà, l'histoire et le présent sujet d'Ahmed Tazir. Georges Paul Langevin, avant de commencer à s'intéresser aux racines du mal, parce que le mot racisme a été prononcé à plusieurs reprises dans les médias, à la télévision, pourquoi les hommes politiques socialistes ont mis autant de temps? Parce qu'on entend Josiane Balasco qui dit c'est la base, c'est nous, les artistes qui avons décidé de nous mobiliser. Ça a été long, ça a été compliqué. On a eu le sentiment comme ça, d'une sorte d'apathie de la classe politique. Je pense Vous avez que eu cette impression? Non, je pense que ce ne sont pas les hommes politiques qui ont le plus tardé, puisque souvenez-vous que très vite, il y a eu à l'Assemblée nationale une question de Jean Glavany, qui était de très bonne qualité, à laquelle un peu seul, Raymond Hérault a répondu. Non, ce jour-là déjà, Christiane Taubira a été ovationnée par le groupe socialiste. Mais ce qui a été frappant ce jour-là, c'est que, je ne sais pas pourquoi, la droite n'a pas réagi. Et il me semble que la loi contre le racisme a été votée en 72 par la classe politique unanime. Et là, on a vu simplement la gauche l'applaudir. Et par ailleurs, ce qui a manqué, surtout, ce sont les grands intellectuels qu'on n'a pas entendus durant 15 jours. Il a fallu que Christiane Taubira, qui est une femme bagarreuse, dise « Mais alors, qu'est-ce qui se passe? Ça n'indigne personne. » À ce moment-là, tout le monde s'est réveillé. Mais je trouve qu'il y a eu un petit retard de la société civile. Louis Alliot, commençons par le début. Est-ce que vous condamnez sur ce plateau, alors on a entendu Marine Le Pen qui dit « Attendez, les gens n'ont pas leur place, ceux qui sont racistes dans notre parti, dehors ». Est-ce que ça vous choque qu'on puisse... on voit la standing ovation, en tout cas, c'était le jour où... On voit bien que l'hémicycle est partagé. Et effectivement, on voit les socialistes qui se lèvent et la droite qui reste assise. Il y a une raison à cela. Laquelle d'ailleurs, puisqu'on est sur le sujet? Parce que c'est politique, essentiellement politique. C'est un coup de com' pour vous? Oui, je crois, oui.
Il n'y avait pas besoin que la République se lève unanime pour dire non, on ne traite pas une ministre de guenon. Ah non, mais ça c'est évident. D'accord. Ça veut rien dire. Si c'est évident, il faut le dire. Non, mais c'est évident. Mais on l'a dit, chère madame. On l'a dit. Vous dites que c'est un coup de com'. Donc oui. elle s'est lancée elle-même des insultes pour avoir un coup de com'. Ça, à l'Assemblée nationale, c'est un coup de com'. Si la droite ne se lève pas, je suppose, je ne défends pas la droite, que c'est pour pas justement cautionner la gauche dans cette espèce de manipulation de l'opinion qu'ils vont tenter de faire par la suite. Parce que des affaires Taubira, depuis maintenant les années, le début de SOS Racisme, il y en a quand même un certain nombre. La France est habituée. Aujourd'hui, en province... Autrement dit, vous trouvez qu'on doit s'habituer à ça? Non. Il ne faut rien dire. Quand on vous traite de guenon, on dit rien parce que c'est habituel. On le dit tous les jours, donc il faut... Non, on ne dit pas tous les jours, justement. Je vous dis, il faut s'habituer, on est habitué. On ne s'habitue pas. Allez au bout. On ne s'habitue pas, mais on n'en fait pas. On n'en fait pas. Comment on peut dire, on cristallise pas l'attention d'une nation entière, on condamne. Il y a des lois pour ça. Il y a des avocats, il y a des juges. Voilà, on met au tribunal, on condamne. Nous, partis politiques, cette dame-là. D'abord, vous avez dit une élue. Elle n'est pas du tout élue, cette dame. Elle était militante. Non, elle était juste tête de liste. Elle n'était pas élue. Elle est rien. Elle est tête de liste. Elle potentiellement élue. Ensuite, la même chose. Vous avez parlé du Front National. Vous avez vu la pub sur détournée de Banania, là. C'était une élue UMP, vous l'avez pas dit? Pourquoi ça se fait que vous n'avez pas dit que c'était UMP? Angers, les petits-enfants qui criaient des bananes pour Madame Taubira, ils étaient entourés... Non, ils étaient entourés d'élus UMP. Vous l'avez pas dit. Quand Madame comment s'appelle, Rachida Dati, il y a Monsieur Geoffrey Didier qui dit cette femme aurait dû être dans sa value en train de voler des scooters. Personne ne dit rien. On en parle dans la presse. Madame la ministre, quand à Perpignan, un conseiller général socialiste dit à son collègue conseiller régional socialiste antillais, je crois, ces joueurs de rugby qui étaient de couleur sont des sauvages. La presse locale le relève, le Parti socialiste plonge en basse zone. Vous nous expliquez que le Front National se bat contre le racisme depuis toujours. Non, mais je vous explique que c'est une manipulation contre nous, précisément, alors que nous ne participons à rien dans les affaires de la nation. Donc, nous n'avons aucune mairie, pas de conseillers régionaux, pas de conseillers généraux. Nous ne Ne vous inquiétez pas, ça va arriver. Vous gérez le pays, vous êtes responsable de la situation. S'il y a des gens qui ne sont pas contents, c'est votre politique. Alors, pardonnez-moi, c'est arrivé. On a eu des élus, notamment les époux Maigret, et alors qu'ils géraient une ville, ils ont eu des propos racistes, et je les ai fait condamner. Alors, Abdelmalik... Les époux Maigret, aussi, ils ont été virés du front, je vous le rappelle. Abdelmalik, juste sur cette question, parce qu'on a entendu un petit retard à l'allumage, en tout cas c'est Josiane Balasco qui le dit, les intellectuels... Josiane Balasco, elle n'est pas crédible. C'est une autorité morale, non, d'accord, quand même. Elle le dit dans le sujet, je prie de m'excuser, c'est elle qui le dit, elle le dit. Vous êtes allé chercher Josiane Balasco. Elle était là, puisque c'est elle qui a soulevé un certain nombre de people, d'acteurs et de comédiens. qu'est-ce que vous dites ce soir, Abdelmalik? Abdelmalik qui s'exprime. La parole citoyenne est importante, qu'elle vienne de Josiane Balasco ou de quelqu'un d'autre, c'est important. Et puis, je sais pas, moi, je suis un peu mal à l'aise parce que le discours victimaire du Front National, pour moi, c'est un peu... Enfin, ce que monsieur est en train de dire, je trouve que c'est un peu un non-sens. Votre parti, monsieur, a une histoire. C'est quoi son histoire? Je sais pas, les propos du fondateur, etc. Et puis d'où ça vient. Bon, on va pas rentrer dans les détails, mais de mon point de vue, j'ai le sentiment que on n'a pas réagi assez rapidement concernant... Pour moi, on aurait dû se lever comme un seul homme. Et là, je parle de tout le monde, les politiques, les intellectuels, les artistes, la société civile, tout le monde. Et l'hémicycle aurait dû se lever comme un seul homme. Et symboliquement, parce que là on est en train de parler de stratégie, etc. Mais là on est en train de parler quand même des valeurs de la France. On est en train de parler de l'esprit français, qui est un esprit d'ouverture, de respect, d'acceptation de l'autre dans la différence, d'intelligence. Et là on est en train de parler de stratégie, de politique politicienne. Pour moi c'est un non-sens, c'est totalement décalé. On est un pays merveilleux, avec ces valeurs qui sont liberté, égalité, fraternité. Ces valeurs-là doivent être des valeurs incarnées par des êtres. Et les premiers qui doivent nous donner l'exemple, ce sont les politiques. Et malheureusement ce qu'on voit, ils ne nous donnent pas l'exemple. Et c'est ça qui est malheureux. Et c'est dans ce sens-là où nous autres artistes, on est là pour contredire une certaine fiction. Une fiction, on écrit de la fiction pour contredire une autre fiction, qui est la fiction des politiques, qui est la fiction médiatique, et de travailler au vivre ensemble. Et là, je trouve que, voilà, on se retrouve face à des querelles puériles de personnes intelligentes, de personnes qui devraient justement magnifier les valeurs républicaines. Comprendre l'importance, en tout cas, supérieure. Vous dites quoi, vous, William Goldanel? C'est le vivre ensemble est touché quand on traite une ministre de guenon ou pas? Non, mais attendez, au-delà... c'est ça le débat. Attendez, au-delà des mots... C'est symbolique, c'est important. Au-delà des mots, moi je veux bien qu'on incrimine d'abord les politiques, mais enfin... C'est un sondage. Oui, mais enfin bon, les artistes, Dieudonné, ou certains rappeurs racistes, ils sont pas mieux que les autres. La question c'est de savoir la réalité et les fantasmes. La réalité, vous avez une insulte ignominieuse par rapport
à une ministre noire, et la réalité, c'est que 99,99% de ce pays, y compris d'ailleurs le Front National en passant, est particulièrement contre. Donc, qu'on vienne pas m'expliquer. Est-ce que je peux aller jusqu'au bout? Allez au bout. D'accord. Non, mais parce que Non, mais on est d'accord, mais bon. puisqu'il le pense, qu'il le dise. Non, mais je vous dis simplement, c'est pas gênant ce que je dis. Vous devriez vous réjouir. L'ensemble de la communauté nationale réprouve cela. Alors la question, c'est est-ce que une feuille aussi indigne que minutes, 3000 lecteurs, est-ce qu'il est intelligent? Est-ce qu'il est de bonne politique, notamment de politique antiraciste, de faire la publicité de cette ignominie? Moi, je dis que non. Et j'ai toujours combattu et le racisme obsessionnel et l'antiracisme professionnel obsessionnel qui ne fait qu'alimenter le racisme. La meilleure des choses. Alors, et d'ailleurs, la garde des Sceaux elle-même, c'est ça qui est extraordinaire. Dans un premier temps, lorsqu'on a interrogé la garde des Sceaux par rapport à cette ignominie, dans un premier temps, elle était, vous savez, elle a dit, et je le pas, parce qu'elle n'est pas la seule à faire l'objet de racisme, Madame Taubira en passant. Elle a dit, elle a eu une réponse très digne. Au début, elle a dit, une ministre. Non, mais elle a dit, vous savez, c'est ma personne, ça ne me concerne pas. Et puis, dans un deuxième temps, elle a reproché, ce qui peut parfaitement se comprendre, que les ministres, notamment socialistes, ne réagissent pas. Elle l'a dit dans une interview dans Le Parisien, en effet. Elle est évidemment libre de sa sensibilité. Mais je maintiens que si vraiment, sincèrement, on veut lutter contre le racisme et qu'on ne la considère pas comme une vulgaire martingale politique lorsque les socialistes sont au la ramasse, il est, à mon avis, beaucoup plus responsable de ne pas faire la publicité lorsqu'on n'en parlait pas. Mais juste, je me permets de relancer, parce que j'ai quelque chose que je ne comprends pas là. Il y a quelque chose qui ne va pas. Parce que si vous voulez, vous êtes comme moi, avocat, vous avez comme moi fait des procédures quand il y a eu des articles dans la presse qui étaient racistes. Et depuis quand, allons-nous dire, on peut dans la presse tenir des propos racistes, mais quand ça concerne Madame Taubira ou certaines personnes, on ne dit plus rien. À ce moment-là, ça signifie que la loi de 72... Mais j'ai compris quand vous allez me répondre. La loi de 72 n'a pas d'intérêt. J'ai toujours une politique. On fait quoi? J'ai toujours une politique. J'ai fait les procès contre Dieudonné. Et je l'ai fait condamner parce que Monsieur Dieudonné n'était pas un inconnu. Il était célèbre. Il parlait aux jeunes. Et je n'ai jamais... Et je n'ai jamais fait procès contre des inconnus pour ne pas faire de la publicité. Vous n'avez jamais fait de procès contre Minute? Jamais. Vous serez bien le seul. Moi, j'ai fait au moins un certain nombre de procès contre Minute à la grande époque. Mais à la grande époque, vous aviez raison, chère madame. À la grande époque, lorsque Minute était distribué à 50 000 ou à 100 000 exemplaires, qu'il était dans tous les kiosques. Ce qui serait bien. Qu'il était dans tous les kiosques, évidemment, il fallait faire condamner Minute. Mais si vous avez entendu ce qu'a dit hier Madame Taubira, Madame Taubira n'a pas parlé une minute de cette hebdomadaire. Elle a réaffirmé en permanence les principes d'égalité, les principes de la République, tout ce qui fait que nous vivons ensemble. Et par conséquent, il me semble qu'aujourd'hui, c'est là-dessus que nous devrions tous isoler en quelque sorte ceux qui tiennent ce type de propos et réaffirmer notre amour de l'égalité, notre amour du racisme, quelle que soit la couleur des gens, et œuvrer pour que justement les gens vivent ensemble, alors que trop souvent, on met en exergue les agacements, les différences. Et aujourd'hui, c'est trop facile. Alors, on a vu, et on a eu la réponse d'Abdelmalik sur cette idée que ça pouvait être un coup de com', en tout cas une stratégie politique. Le masque de cire de Marine Le Pen est en train de fondre. On le retrouve, le vrai visage du FN, celui de son père, alors qu'on ne vienne pas nous dire que le FN a changé. C'est ce que dit Harlem Désir. Non mais citons-le, c'est Harlem Désir, c'était mercredi à l'occasion de ce meeting. Est-ce que sincèrement, puisque c'était évoqué par Abdelmalik, allons un peu au fond des choses. Est-ce que vous avez changé ou est-ce que vous-même vous êtes dans une stratégie de communication, de lisser en façade et finalement derrière, il y a le cas de cette madame Porto là, à Saint-Alban qui était militante chez vous, d'origine algérienne, et on lui dit... Il me tarde de voir le procès d'ailleurs. Non mais... Parce que moi j'ai des éléments. C'est faux, c'est ce qu'elle a dit. Totalement faux, mais c'est pareil. Hein. Okay, le moindre affabulateur qui arrive, parce qu'il crache sur Marine Le Pen et le Front National, aujourd'hui il a une tribune. Ça peut être un pauvre imbécile qui n'y connaît rien. Marine Le Pen n'a pas du tout accès aux médias.
Non, mais c'est pas ça. Je veux dire, ça n'existe pas. Ce serait la faute des médias qui donneraient trop d'importance à ce genre de choses. C'est ça que vous dites. 3 candidats sur 750 investis, excusez-moi, effectivement, c'est dérisoire. Plus 2 candidats, c'est important. Madame Ross-Roig, je crois, qui est repartie. C'est important. Elle n'était même pas tête de liste, cette dame. Enfin, c'est la même chose. Ce sont quand même des gens qui nous disent que le vernis de respectabilité qu'on se donne craque très facilement quand on est à l'intérieur. Écoutez, ne venez pas nous donner des leçons de respectabilité au Parti Socialiste. Écoutez, vous avez combien d'élus qui ont été condamnés, recondamnés, monsieur Harlem Désir en tête. Par vos racisme, nous parlons du racisme. Non, mais d'accord, mais des condamnations, c'est une condamnation. Voilà, pour du racisme. Mais tout ce que... sujet. Non mais Louis Alliot, c'est une vraie question de fond. Est-ce que oui, vous voyez bien quand même, vous voulez devenir un parti comme les autres. Il n'y a qu'un seul parti qui est mis en accusation, c'est le nôtre. Non, mais écoutez, nous avons chez nous, mais quand même, dans les dom-toms, nous avons des représentants. Ils sont de couleur, hein. Ils sont, voilà, par exemple. Madame Le Pen a quand même reporté son voyage. Mais non, c'est faux, ça. Oui, d'accord. Alors, on l'attend. Nous avons des musulmans, nous avons des Israélites. Mais oui, mais alors on en fait quoi, ceux-là? C'est des fous, ce sont des fous, les gens qui sont chez nous. Non, ce sont des fous. Non, Abdel Malik. Non. Parce qu'on parlait d'histoire du FN, tout à l'heure, vous l'évoquiez. Et c'est ça la vérité. C'est quoi l'histoire du FN? Ce que j'ai envie de vous dire, regardez monsieur, chacun a le droit d'avoir ses opinions, mais la réalité, c'est que vous ne connaissez pas l'histoire du front. Mais dites-nous, moi ce que je connais du front, moi ce que je vais vous dire, ce que je vais vous dire, c'est quand même le Front National au départ. Nous, ce qu'on sait du Front National au départ, c'est nous autres, moi, si vous voulez. D'accord. Voilà, comme ça. Voilà, incarnons. Voilà, j'incarne. Ce que je sais du Front National, c'est ce que pendant toutes ces années, j'ai entendu dire le fondateur. Non, le fondateur, monsieur Jean-Marie Le Pen. Ensuite, on nous dit que le parti a changé, mais alors il faut vous désolidariser de ce qui a été dit au départ totalement et dire nous n'avons. Oui, se désolidariser. Mais se désolidariser par rapport aux propos, à des propos racistes, antisémites, etc. qui a tenu. Il y a quand même des propos concrets qui ont été tenus quand même. Vous n'allez pas faire comme si ça n'existait pas. Et c'est ça que je veux dire. Moi, je veux bien. Moi, je veux. Tenu, mais je veux pas un parti, dites quand même. Non, mais. Oui, mais écoutez, vous avez basé sur le fondateur. Vous avez en face de vous une élue socialiste. Oui. Est-ce que vous savez qui a été premier secrétaire du Parti socialiste et président de la République française? Monsieur Mitterrand. Monsieur Mitterrand. Oui. Quelle était la particularité de Monsieur Mitterrand? C'est un quiz. Non, mais c'est un quiz. Mais allez jusqu'au bout. Il était décoré de la plus haute distinction du régime de Vichy. Il avait comme ami Monsieur René Bousquet, celui qui a déporté les enfants. Et là, tout le monde se tait parce qu'ils sont coupables de complicité avec ce silence pendant des années. Et ça, donnez l'exemple. Désolidarisez-vous de ce qu'a dit Monsieur Jean-Marie Le Pen. Donnez l'exemple, parce que c'est facile de faire la leçon. Tenu par François Mitterrand à partir du moment où il a été aux responsabilités. Vous savez très bien que c'est faux. Par conséquent, je crois qu'aujourd'hui, ne venez pas nous dire les propos que tient le Front National sur la division de la société française et des propos méprisants pour une partie de la société française, des propos qui sèment la haine par rapport à une partie des jeunes de ce pays, eh bien, il me semble qu'il y a une responsabilité lourde d'une partie de l'opinion dans le vôtre. Et qu'aujourd'hui, chère madame, je pense qu'aujourd'hui, dans toutes les communautés, vous devriez regarder il est bien partagé. Vous avez une responsabilité éminente. Chacun son tour. Il est bien partagé dans toutes les communautés. Il y en a un dont on ne parle jamais, qui peut concerner le racisme anti-blanc, anti-chrétien, etc. Qui existe? Personne n'en parle. Et pourtant, il existe. Et pourquoi nous n'en parlons pas? C'est pour ça. Il me semble que ça existe aussi. Il y a eu des histoires de manifs pour tous, mais je ne pense pas que ça représente tous les chrétiens. Une question, parce qu'il y a le sujet d'Ahmed Tazir. On a vu ces publicités à la fois et ces images comme ça qui caricaturaient les personnes noires dans les années 30. On a vu ces images. Est-ce qu'il y a un racisme en France anti-noir, anti-arabe? Est-ce qu'on peut poser la question comme ça? On mélange tout. Non, je mélange pas tout, parce que c'est le thème du débat. Mais attendez. La ministre est noire. Vous pouvez pas coller le contexte aujourd'hui avec le contexte historique de la France. Ça me paraît délirant, moi. Le racisme est malheureusement la chose la mieux partagée du monde. Il n'a pas commencé maintenant, le racisme. Et je ne pense pas que la France soit un pays particulièrement raciste. Et d'autre part, comme ça vient un peu déjà effleurer, j'ai vu votre reportage de ce monsieur. Je trouve assez inouï, permettez-moi de vous le dire. Vous n'êtes pas d'accord avec l'association des... Non, mais il y a quelque chose qui est, pour moi, complètement inouï. C'est que dans le reportage, on n'ait pas eu l'idée de parler de quelqu'un qui est rentré il y a un peu plus d'1 an dans une école juive pour massacrer des petits juifs parce qu'ils étaient juifs.
Mais aussi, il a massacré aussi des Arabes et les Antillais. Est-ce que il faut quand même aller jusqu'au bout. Non. Ensuite, il a été. C'est amusant comment. Enfin, c'est tristement amusant comment immédiatement, plutôt que de remarquer cet oubli, vous me dites aussi, il a été aussi tué des soldats parce que c'était des soldats. Personne n'a prétendu que c'était en raison de la couleur de leur peau. Enfin, écoutez, j'aurais aimé que vous ayez quand même, Madame le Ministre, je vous assure que j'aurais préféré comme réflexe que vous ayez eu ce réflexe quand même de s'étonner. Je ne vois pas l'opposition. Non, je ne vois pas l'opposition. C'est pas une question d'opposition. Parce que quand on est contre le racisme, on est contre tous les racismes. Donc je ne vois pas où vous voyez l'opposition. Pour être précis, il a tiré sur l'uniforme, c'est ce que vous voulez dire. Il a tiré sur l'uniforme alors qu'il est rentré dans une école juive pour aller tuer des petits enfants juifs. Si vous pensez, mais je ne vois pas ce que l'opposition. Nous avons tous ce jour-là pleuré. Nous avons tous été désolés de cette affaire. Je ne vois pas l'opposition. Je trouve assez exemplaire, et je ne veux pas incriminer spécialement celui qui a fait cette émission, je trouve que c'est terrible de se moquer des gens, mais tuer des gens. Est-ce que vous vous rendez compte de la différence d'échelle quand même? Et cela, c'est complètement oublié. Et l'un des échecs, puisque les gens se plaignent qu'il y ait encore du racisme. Je ne pense pas qu'il y ait une augmentation du racisme. Mais puisqu'on voit, en tous les cas, qu'il ne diminue pas, il faudrait peut-être réfléchir aux raisons au moins de cet échec. C'est parce que je vais jusqu'au bout. C'est parce que cet antiracisme professionnel, d'abord, a été pour se faire des carrières. Vous n'aimez pas SOS Racisme? En tout cas, le fait qu'on les rive dans une association. Je considère effectivement que la manière dont SOS Racisme, personnellement, dont SOS Racisme et d'autres organisations, ces dernières années, ont d'abord jeté de l'huile sur le feu. Ensuite, considéré, par exemple, on considérait ensuite que la simple volonté de réguler les flux migratoires pour que soit respectée la loi républicaine était du racisme. Je pense que ça a été très contre-productif. Le fait de faire effectivement de l'antiracisme sélectif et de ne pas penser, par exemple, au racisme anti-blanc, c'était également extrêmement contre-productif. Et je souhaite effectivement qu'on aborde avec une vigilance particulière, avec une sévérité encore plus grande, parce que lorsqu'on tombe sur... Je souhaite que les tribunaux soient plus sévères, mais à bon escient, et non pas, c'est vrai, souvent à des fins d'instrumentalisation politique. Juste une question simple, et Georges Paul-Langevin, il y a nos sentinelles qui sont prêtes et qui veulent s'exprimer, parce que le débat est lancé. Juste cette question du racisme et de ce sujet de ce monsieur qui s'appelle Ahmed Tazir, qui nous montrait ces images comme ça, et il décrivait un racisme ordinaire, c'est ce qu'il a essayé de montrer dans le sujet. Est-ce que la France est raciste? Est-ce que vous l'avez subi, ce racisme? Il faut qu'on se mette d'accord tout de suite. La France n'est pas raciste. Mais il y a des racistes en France. Bien sûr. Et il faut faire la nuance. Et malheureusement, vous parlez de responsabilité en terminant. Il ne s'agit pas d'accuser qui que ce soit. Mais quand même, il y a une responsabilité à la fois du politique et des médias. Parce qu'on ne peut pas, nourrir la bête. Et quand la bête vient nous croquer, on se plaint qu'elle nous croque. Vous parliez de Mohamed Merah. Mais vous savez que lorsque matin, midi et soir, à la télé, on parle de l'islam comme une religion violente, comme etc., en montrant toujours ces extrémistes, ces assassins. Eh bien, il y a des esprits faibles qui, eux, se disent que voilà l'islam, voilà ce qu'est l'islam. Et on nourrit des gens. Mohamed Merah, il vient pas d'Afghanistan ou d'Algérie. Mohamed Merah est français. Et il a été nourri ici, à la fois dans le quartier dans lequel il a... Mais je vais vous le dire en d'autres termes. Je vais vous le dire en d'autres termes. Je vais vous le dire en d'autres termes. C'est-à-dire que nous autres, nous sommes des enfants de France, d'accord? Et nous sommes faits par la France. C'est-à-dire que lorsque les médias, par exemple, focalisent sur les extrémistes de l'islam, comme si on parlait, par exemple, du catholicisme, on focalisait, par exemple, sur les prêtres pédophiles ou sur l'Inquisition. C'est le même processus. Alors nous, tout d'un coup, Ben Laden et consorts deviennent les représentants de l'islam. Donc, lorsqu'on est un esprit faible,
d'accord, et qu'on grandit dans certaines difficultés, etc., et une pauvreté spirituelle, intellectuelle, culturelle, ce que vous voulez, et ben tout d'un coup, ce qu'on voit de l'islam est l'islam. Et certaines personnes vont jusqu'à vont jusqu'à devenir des Mohamed Merah. Et c'est ça que j'ai envie de dire, c'est-à-dire qu'il faut faire attention. Et quand je parle de la responsabilité des politiques, c'est-à-dire qu'il y a certains sujets, on doit pouvoir faire fi du fait qu'on soit de gauche ou de droite et se lever d'un seul homme. Vous voyez? Et c'est ça l'esprit républicain. Vous avez posé cette question. On a toujours eu dans ce pays une lutte entre ceux qui effectivement affirment des principes. Il faut se rappeler que le fait d'avoir dit dès le XVIIIe siècle que être français ce n'était pas une couleur ou une religion, c'est ce pays qui l'a fait. L'égalité entre tous les hommes, quelle que soit leur couleur, ça a été aussi ce pays. Et ce qui est extraordinaire, c'est que ça a été transmis à travers les colonies. Ce qui fait qu'effectivement, vous avez des quantités de gens qui ont vécu parfois très loin de la France hexagonale et qui ont été pétris de l'idée que c'était un pays d'égalité, c'était un pays de fraternité et qu'ils étaient prêts à se battre pour le défendre. On a eu en 1914, on a eu des tas de... Pareil, mon grand-père a fait la guerre de 14, mon oncle est pareil, est parti. Mais j'ai l'impression qu'il y a une cassure là. Par conséquent, il y a toujours eu... Aujourd'hui, c'est plus ça. Il y a toujours eu dans ce pays des gens qui se battent pour défendre les principes républicains, des gens qui se battent pour défendre la fraternité et des gens qui ont un fonds de commerce d'essayer de mettre les gens les uns contre les autres et d'exciter les communautés. Louis Alliot, juste nos sentinelles dans une seconde, mais juste sur le vivre ensemble, parce qu'on a quand même le sentiment là avec ces propos, ces langues qui se délient, les mots à travers prononcés contre la ministre, que finalement que ce vivre ensemble est plus possible, c'est-à-dire que cette communauté n'arrive plus à vivre ensemble. Vous y croyez vous à cette idée du multiculturalisme? C'est un mot qu'on utilise souvent, ou c'est un échec, ça marche pas? Moi je crois au respect de la loi et de la République, voilà. Bien sûr. Et la loi c'est la même pour tous. Il n'y a pas de discrimination positive ou négative. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Il y a des gens qui doivent respecter la loi et le pays dans lequel on vit. Voilà. À la moindre occasion, on ne sort pas avec un drapeau étranger pour cracher sur... pas le rapport avec Mme Taubira. C'est pas le rapport, il me pose une question, je réponds par rapport à Mme Taubira. Mais de cracher sur la France, etc. Quand on sort un drapeau algérien pour fêter la victoire de l'Algérie, concrètement, c'est quoi? Il y a une espèce de comment je pourrais dire, c'est le communautarisme, de ressentiment par rapport à la France entre guillemets coloniale, qui fait qu'aujourd'hui il y a des jeunes effectivement en rupture avec l'histoire d'aujourd'hui. Mais c'est pas la question. Oui, mais il faut pas généraliser. Non, exactement. Ouais. Mais j'allais y venir parce que votre livre, je vais le lire, il me paraît intéressant, je vais le dire pourquoi. Et il est passionnant parce que c'est un roman, c'est écrit comme un roman, comme une histoire. Sur le reportage sur l'histoire coloniale que vous avez fait. Et par rapport à ce qu'il y a un lien, qu'il y a une sorte de résurgence du colonialisme comme ça. Mais non, par rapport à ce qu'a dit Madame la Ministre, vous pouviez être républicain et très discriminateur en quelque sorte. Regardez les propos de Jules Ferry sur la communication. Oui, regardez les propos. Siècle maintenant. Et au XXe siècle, Monsieur Le Pen a tenu des propos. Regardez les propos de Léon Blum. Oui, mais vous allez sur les colonies d'aujourd'hui. Mais non, écoutez, on me pose des questions sur l'histoire. Je sais, mais il faut parler d'aujourd'hui. Il faut parler de votre parti. Ils ont inculqué l'idée de la liberté, de l'égalité, de la fraternité. Et les gens de les colonies les ont cru. William Goldnadel. Sauf quand on les abandonnés comme les harkis. Regardez Abdelkérim, et non pas Abdelmalik qui est avec nous, mais c'est Abdelkérim que je suis ravi de revoir, ça faisait longtemps qu'il n'était pas venu, et puis Alexandre, allez-y, entrez dans le débat, moi j'étais sur la question, et on va en redébattre après, mais sur ce vivre ensemble, le fait que ce multiculturalisme, les différents régimes alimentaires, disait tout à l'heure la ministre dans son discours de la mutualité, avec ce sourire, c'est possible, c'est inquiétant, ça fonctionne pas, il faut se battre pour le protéger. Qu'est-ce que vous dites, vous, Abdelkérim? Ouais, moi, je crois que le débat ne se pose pas. Normalement, dans de tels actes, tout le monde doit se lever comme un seul homme ou comme une seule femme pour condamner. Je suis très inquiet d'entendre le propos du représentant du Front National. Il essaie de justifier toujours par ce qui s'est passé il y a des siècles, des années et des décennies, ce qui se passe maintenant. On est presque au XXIe siècle, on parle d'un problème actuel. C'est pas la peine d'aller nous chercher de dire que voilà, comme ça s'est passé en 1900, comme ça s'est passé avec Jules Ferry, comme ça s'est passé avec tout ça, donc on doit accepter. D'accord. Et de deux, la France que vous parlez, de quelle France vous parlez en fait? La France est plurielle. Quand on dit la France est-elle raciste, de quelle France on parle? De la métropole? De Dom-Tom? D'où? La France ne pourrait pas être raciste parce que c'est une France plurielle. Merci Alexandre, voilà. On enchaîne parce que le débat va être dense et vous allez avoir du mal à prendre votre place, si je m'en excuse. Alexandre, avec votre casquette d'ailleurs que vous mettez souvent. Votre question, s'il vous plaît. Elle vous plaît, c'est pour ça que je la mets. Mais sur la question du racisme, de l'antisémitisme, de l'homophobie, du sexisme, à l'heure actuelle, les langues se délient. Et il faut rappeler que ce n'est pas une opinion.
le racisme et l'extrémisme ne sont pas des opinions. On ne peut pas être extrémiste comme ça. Et puis quand on voit qu'à l'heure actuelle, là tout à l'heure, même sur votre plateau, on le voyait tout de suite, il y a des différences et des degrés. Non, je suis désolé, il n'y a pas de différence et de degrés. Toutes les formes de discrimination sont à condamner, et avec force et avec véracité. On est à l'heure actuelle dans un problème, c'est qu'on est dans une gauche un peu affaiblie. Il faut juste rappeler et demander à la justice qu'elle fasse son travail, qu'elle condamne les discriminations, quelles qu'elles soient et de toutes les manières qu'elles soient, et qu'on arrête une bonne fois pour toutes de monter les communautés les unes envers les autres, parce que la France, c'est la France avec toutes ses communautés, de toutes les couleurs, de toutes les religions. La France Black Blanc Beurre 88, on a l'impression que c'est super loin et que ça marche pas, que c'est grippé. Qu'est-ce qui se passe? Alors justement, ce que je voudrais dire aussi, ce qui marque l'échec de l'antiracisme professionnel. Ah, vous revenez sur... Oui, mais c'est en lien avec ce qui va être dit. On se plaint. Hein. Il y a une plainte, il y a les langues se délient, alors qu'on ne sait pas encore faire la part de... Parce que Internet est capable du pire et du meilleur. Vous comprenez, Internet, c'est les graffitis à l'intérieur des toilettes d'il y a quelques années. Donc on ne peut pas non plus... Il faut savoir raisonner par rapport à ça. Mais l'une des causes, pour moi, essentielles des affrontements d'aujourd'hui, largement fantasmatiques, c'est le préjugé. Et il y a deux préjugés qu'il faut condamner l'un comme l'autre avec sévérité. C'est le préjugé xénophobe, ça on peut bien comprendre, et le préjugé xénophile. On est passé d'un ex à l'autre, de penser que l'étranger ou le différent, il est meilleur que soi-même. Et on a eu tendance ces 30 dernières années à décrire les indigènes, les autochtones, comme des franchouillards, racistes, salauds, alors que l'un dans l'autre, les Français de souche se sont conduits généreusement, bien sûr qu'il y a eu des excès, comme dans n'importe quel peuple, mais se sont conduits généreusement envers l'altérité. Ils sont montrés de l'hospitalité, et par conséquent, les avoir dépeints comme on les a dépeints, ça va mieux maintenant, et c'est tant mieux, c'est aussi une des explications, justement... C'est à fond renversé ce que vous faites, parce qu'il y a aussi les jeunes des quartiers qui disent « Mais nous, on s'intègre pas, on n'arrive pas à trouver de boulot. » Pardon de dire... C'est juste... on entend tellement... C'est juste une Pardon, est-ce qu'on peut s'arrêter 30 secondes sur ce que vient de dire M. Goldnadel? On entend tellement... Vous me dites que c'est à front renversé. Bah oui, sans doute, mais on entend tellement l'autre argument qu'il est bon de temps en temps quand même de rétablir les choses. Bon, alors je pense que je viens de dire justement la France est plurielle. La France a toujours eu des principes qui sont des principes tout à fait indiscutables et que nous croyons. Bon, mais si vous écoutez ce que vient de dire M. Goldnadel, nous parlons de problèmes de racisme, de jeunes qui sont d'ici, de Mme Taubira qui est guyanaise. De Français. Et il nous parle de xénophilie. Où est le xénos là-dedans? Si vous voulez, vous avez des gens qui sont français depuis 2 siècles, on leur parle encore de xénophobie. Ça n'existe pas, ce n'est pas le sujet. Et justement, de venir dire à des gens qui sont français depuis des siècles que quand on a un problème avec eux, qu'il y a de la xénophobie, de la xénophilie, on est en dehors du sujet. Quand est-ce que vous allez comprendre que les gens qui vous parlent là sont français depuis aussi longtemps que vous? Alors bien accueillir les étrangers, je veux dire. Bien accueillir les étrangers, vous êtes bien gentil. Vous jouez avec les mots. Non, mais c'est vous qui venez de le dire. C'est pas moi. Non, mais vous pourrez. On est parti de l'affaire de Mme Taubira. On est parti du racisme. Vous n'échapperez pas à ce que je vais vous dire. Si, on l'entend. Ce que je veux vous dire simplement, c'est de dépeindre le majoritaire blanc et chrétien comme un salaud de franchouillard, chaque mot compte. Mais blanc et chrétien comme un salaud, Regardez les chrétiens dans les églises de Paris. Vous allez voir à quoi ils ressemblent. Il y en a beaucoup qui sont comme moi. Chers invités du blanc et chrétien. Juste on n'est pas suffisamment. Vous n'arrivez pas. William Goldnadel. Vous pensez vraiment. Georges Paul Angevin. Juste Abdelmalik. C'est incroyable. C'est incroyable. C'est extraordinaire. Avec Madame la ministre, à chaque fois, je dis simplement qu'on aurait pu penser aux enfants juifs, ça va pas. Je dis simplement que de temps en temps, on a caricaturé les blancs chrétiens, ça ne va pas non plus. On n'a pas de chance avec votre antiracisme. Juste une question simple, parce que quand j'ai dit tout à l'heure qu'on était à front renversé, j'ai entendu qu'il ne fallait pas caricaturer les blancs franchouillards, on a été hospitalier. Mais moi j'ai aussi noté, si je peux me permettre. Mais on caricature. Mais les gens, mais vous savez que c'est facile à dire oui. Vous savez, nous autres, les gens de cité.
Oui, parce que c'est. On fait des caricatures de nous matin, midi et soir. Oui. Et là, et c'est pour ça que je vais revenir. C'est-à-dire que il y a quelque chose qui est quand même assez important, c'est que si on n'amène pas de la complexité et de la nuance, et de mon point de vue, les intellectuels sont la cause de ces espèces de, j'ai envie de dire, de ces raccourcis intellectuels qu'on prend ou de ces généralisations. C'est-à-dire que, voilà. Où sont les grands intellectuels comme on avait moi? Vous savez, je suis un grand admirateur des Sartre et Camus et autres, et notamment Camus, et c'est pour ça que je fais ce spectacle. C'est des gens qui donnaient du sens à ce qui se passait dans notre société et dans le monde. Aujourd'hui, à part, j'ai envie de dire, une projection médiatique qui se concentre plus sur tel aspect ou tel aspect et qui généralement, malheureusement, ne va pas dans le fond et n'amène pas la nuance et la complexité, on est démunis. Et c'est à partir de là, on entend ce que vous êtes en train de dire, monsieur, vous généralisez. Et c'est ça le problème. Alors, regardez voilà le problème. Regardez Louis Alliot, juste ce sujet. Quand vous dites que les jeunes des quartiers sont discriminés... Non, c'est parce que vous ne l'avez pas rajouté. Ça, c'est il faut mettre les deux. Il faut mettre les deux, on doit équilibrer. Louis Alliot, juste un mot. Parce que aussi, il y a 40% de chômage, personne n'en parle. À un moment donné, il faut aussi rééquilibrer les choses. Alors, il n'y a pas que la cité, Il faut quand même dire, monsieur Alliot, contrairement à ce que vous dites, je pense que vous faites une image de la vie de tous les jours qui n'est pas du tout la réalité. Moi, je suis élue dans un quartier qui est un quartier très multiculturel et les gens, finalement, ça marche. La France est le pays où il y a le plus de mariages mixtes, où la plupart des gens arrivent à vivre ensemble. Donc il ne faut pas caricaturer. Alors pourquoi vous nous dites qu'il y a une poussée du racisme? Non, on caricature ceux qui sont des racistes. Mais la majorité des gens, ça marche et on vit ensemble. Il y a une période. Et j'ai envie de dire, le fait que votre parti soit bien vu de cette manière-là, c'est que ça montre bien qu'il y a une crise, il se passe quelque chose. Alors regardez. On se réfugie comme ça. De mon point de vue, vous savez, l'histoire, vous parliez de l'histoire tout à l'heure, l'histoire nous apprend beaucoup de choses. Nous apprend qu'en période de crise et de peur, il y a un repli communautaire, identitaire, et voilà, avec la parole et une forme de violence. Un tout petit mot, j'ai un sujet à vous montrer sur le droit du sol, qui est un autre point important pour essayer d'avancer sur ce débat autour du racisme et des origines, évidemment. Un petit mot, vous vouliez répondre ou pas? Parce qu'on sent qu'il y a quand même... simplement isoler ceux qui ont des propos racistes. Mais la grande majorité des Français et des personnes politiques... Mais c'est tout ce qu'on demande, c'est que tout le monde les isole. Regardez ce sujet. Regardez ce sujet d'Ahmed Tazir, encore lui. L'émission est terminée. L'émission n'est pas terminée. Après, il faut faire. Vous me permettez de lancer mon sujet, parce que sinon moi je vais vous laisser tranquille, et je vais partir. Vous m'autorisez. Regardez ce sujet d'Ahmed Tazir, le monsieur Ahmed Tazir du sujet précédent, un sujet à la rencontre, justement, on est au cœur du débat, d'une famille française, d'origine algérienne, qui se sent très française, et quand le débat évidemment sur le droit du sol, après l'affaire Leonarda, évidemment, vous vous en souvenez tous, eh bien cette famille a réagi. Reportage Ahmed Tazir. Ce jour-là, c'est sortie ciné. Mustapha est de nationalité algérienne. Il emmène son dernier, Amar, voir Gravity, qui fait un tabac en ce moment. Mustapha a quitté l'Algérie il y a 19 ans. Ses deux enfants sont nés en France. En vertu du droit du sol, ils sont français. Alors la proposition de Jean-François Copé de durcir le droit du sol suscite chez lui l'incompréhension. Ils ont des rêves françaises, ils connaissent l'histoire de la France, ils connaissent les rois de France, ils connaissent les présidents de la France, ils connaissent les maires de France, ils connaissent toute la politique de la France. Mais je peux vous dire que, en dehors du président de la République en Algérie, ils ne connaissent personne. Ça fait depuis 1994 que je suis en France. Je n'ai jamais demandé la nationalité française, mais je vais la demander, la nationalité française. Pourquoi ? Parce que je me sens français. Retour à la maison. En cuisine, papa prépare le repas. Là, ce soir, j'ai des flageolets du sud-ouest. Amar, lui, est affalé devant la télé. L'occasion pour nous de lui poser la question. Lui qui est né en France, se sent-il plus français ou algérien? En France, je me sens franco-algérien. Parce que je me dis en France, je ne suis pas non plus français, 100% français, j'ai aussi des origines algériennes. Par exemple, le journal algérien, j'arrive pas à comprendre, mais le petit journal de Canal+, avec Yann Barthès, je comprends tout, en plus c'est rigolo. Ne pas oublier ses origines, tout en s'accomplissant dans la culture française, c'est peut-être cela la richesse du droit du sol. Pour Mustapha et sa petite famille, remettre en cause ce droit serait une aberration.
Juste un petit mot, parce qu'on est au cœur du sujet. Là, on voit cette personne de nationalité algérienne qui veut devenir français. Ce garçon qui dit j'ai des origines algériennes, mais je me sens français. C'est un peu le débat qu'on avait juste avant. L'étranger, pas l'étranger. Est-ce qu'il y a, Louis Alliot, un racisme de couleur de peau? Parce qu'après tout, pour les jeunes des quartiers arabes, noirs, qui sont français, qui se trouvent français, qui s'estiment français, est-ce qu'il y a une discrimination de couleur de peau? Est-ce que ça, vous le ressentez? Ça doit exister dans des cas, ça doit exister. Mais... Ça existe, je confirme. Non mais d'accord, mais je veux dire... Non mais c'est une question un peu naïve comme ça, mais on a le sentiment que c'est la couleur de peau qui aujourd'hui crée la peur, crée la peur de l'autre. Ça a toujours malheureusement été ça, et je rappelle qu'aujourd'hui... ce reportage d'ailleurs ne parle pas de cette question-là. Ce reportage n'a rien à voir avec la question que vous me posez par ailleurs. Ça a sûrement existé, mais ça après c'est le système social, c'est la manière dont l'économie se comporte, la manière dont ces gens aussi se comportent par rapport au pays dans lequel ils vivent. Parce qu'effectivement, si vous prenez la famille que vous venez de me montrer là, effectivement, elle n'a pas l'air de poser... famille modèle, enfin, en tout cas dans les... D'accord, mais pour une famille modèle, combien de familles posent problème avec d'autres sentiments à l'égard de la France que ce père de famille? Mais il y a beaucoup plus de familles comme ça que de familles qui posent de problèmes quand même. Moi, j'ai grandi dans un quartier difficile, le Neuf à Strasbourg. Et il y a plus de familles qui se sentent totalement français, intégrés, qui aiment leur pays. Après, on les renvoie tout le temps à leur religion, à leur couleur de peau. Après, avec l'Algérie, il y a un problème particulier, qui est un problème historique. Vous voyez qu'on va revenir au colonialisme, au débat colonial. Non, mais excusez-moi. Vous avez raison. Écoutez, il y a une guerre qui a quand même fait beaucoup de victimes. Il y a des gens, on va dire, entre guillemets, des Algériennes de souche, qu'on a rapatriés ici, qu'on a abandonnés dans des camps. Pas le Front National qui a fait ça, c'est les socialistes et la droite de l'époque. Etc. Mais oui, les harkis... C'était le général de Gaulle. Et les harkis, des choses... Personne n'en parle de cette affaire algérienne, etc. Voilà. On ne veut pas reconnaître nos erreurs qui sont réelles. Mais c'est pas le sujet, là. La double nationalité... a raison sur ce... Je pense que l'immense majorité, j'ai écrit 1000 fois, l'immense majorité des étrangers... Ou des Français d'origine étrangère, ou des musulmans ne posent pas problème. Et ça n'est pas de racisme. Donc on ne remet pas en question le droit du sol, parce que l'UMP l'évoquait. Mais ça n'a rien à voir. Oui, l'UMP, c'est ça, c'est ça. Vous mélangez les choses. Non mais d'accord, mais l'UMP, c'est son action. Non mais monsieur, périodiquement, ça n'a rien à voir. On touche pas à ça. Le regard qu'on porte... Je veux dire, non mais attendez, ça n'a rien à voir. Le regard, cette famille, elle me paraît assez représentative. Oui. De la famille d'origine étrangère moyenne. Elle ressemble à ma famille quand mes parents une partie de mes parents sont arrivés, et vous avez un discours que je trouve émouvant du père qui se sent français, et tout aussi émouvant du môme qui se sent dans sa double origine. Et il n'y a rien qui me choque, au contraire. D'accord. Mais c'est la France de tous les jours, c'est sûr. Mais pour autant, qu'est-ce que ça a à voir avec, le racisme, avec le désir le désir. Écoutez, moi, je suis pour la souveraineté de tous les peuples, à commencer par le peuple français, qui a bien le droit d'avoir des frontières, qui a bien le droit de les protéger, qui a bien le droit par conséquent... C'est contesté par personne. Non, c'est contesté par qu'une seule... Madame le ministre, c'est contesté par qu'une seule chose. C'est contesté par qu'un détail, une paille. C'est contesté par les faits. C'est contesté, malgré tout, par une forte immigration clandestine, qui est le premier ennemi des immigrés réguliers. C'est tout. Et la France, comment voulez-vous? Quelle est cette irresponsabilité? Je termine sur un mot. Quelle est cette irresponsabilité du responsable politique qui dit mais allez, on va rentrer, tous les étrangers pour rentrer, et ensuite on n'a pas, et ensuite c'est un scandale. C'est un scandale parce que tous les étrangers n'ont pas un emploi ou n'ont pas une maison. Le lien avec cette famille, parce que vous dites, je vais vous expliquer le lien. Cet homme-là qui a l'air parfait. C'est assez simple. C'est symbolique. À chaque fois, on nous montre des exemples négatifs. Lorsqu'on regarde, la plupart du temps, on nous montre des exemples négatifs. Et bien là, et c'est pour ça que c'est un... Mais la plupart du temps, mais je suis désolé, mais la plupart du... Mais combien... Mais la plupart du temps, lorsqu'on... Non, mais la plupart du temps, lorsqu'on nous parle d'islam, ou on nous parle de Français d'origine maghrébine, quand même, soyez sérieux, vous êtes comme moi. Je suis plus que sérieux. Les artistes, les sportifs... Et c'est pour ça que c'est important. Ouais, mais les sportifs, et puis... Non, mais je vais vous dire quelque chose. Mais non, mais
si on parle du quotidien, lorsqu'on est noir de peau ou lorsqu'on a un nom qui sonne d'une certaine manière, c'est pas aussi évident que si j'avais un nom franco-français ou Dupont. Et il faut le dire, ça c'est la réalité. Alors à chaque fois on va nous montrer des jeunes aigris, des familles, voilà, etc. Mais là pour une fois qu'on nous montre, moi je trouve que c'est important, c'est symboliquement important. Je voulais vous lire ce petit passage, je l'ai dans mes mains depuis 40 minutes. On ne le fait pas assez. On parle toujours des trains qui arrivent en retard et pas de ceux qui arrivent à l'heure. C'est la page 15 du livre d'Abdelmalik, parce que ce livre est très sympa à lire, très agréable, mais alors qu'il leur parlait d'islam, eux entendaient islamisme radical et plaquaient en images sur les mots qu'ils articulaient alors les dérives les plus funestes que projettent tous les médias du monde en boucle mortifère, ce dont on parlait tout à l'heure. Sur cette famille... Il y a une réalité, non mais il y a une réalité. Qu'il y ait des musulmans, et encore une fois, je vais vous dire que je vais lire votre livre attentivement, puisque moi je travaille notamment à Perpignan, avec des gens qui sont musulmans, les harkis qui sont musulmans comme vous. Hein. Il n'y a pas de souci individuellement par là, etc. Il y a quand même un problème de fondamentalisme religieux en France, qu'on le veuille ou non. Mais il y a un problème de fondamentalisme religieux dans le monde. Pourquoi en France? Ce que j'ai envie de dire, c'est que dans le monde, mais le problème, c'est pour ça que les télés ne parlent que de ça. Oui, mais le vrai problème, c'est que la majorité des musulmans sont contre ces gens-là. Et vous parlez toujours des trains qui arrivent en retard, au lieu de parler des trains qui arrivent à l'heure. Parlez de ces gens qui parlez de ces gens. Attendez. C'est pas nous qui parlez de ces gens qui sont musulmans et qui se sentent totalement français, intégrés, etc. Parlez de ça. Parlez de ça. Donc la problématique. Vous savez. Un mot et Louis Alliot. Allez-y, terminez. Vous savez. Il y a des thématiques, c'est ce que je disais tout à l'heure, il y a des thématiques qui dépassent les clivages partisans. Je pense qu'il faut dire... En France, y a-t-on un projet concernant véritablement l'immigration, concernant vraiment une discussion, même européen, rapport à l'islam, rapport à la culture, sérieusement, des vrais projets posés. On en a pas. Mais oui, laïque, mais vous pouvez pas faire fi de ces extrémistes qui prennent la parole et prennent en otage des gens qui sont des républicains et des laïcs, des gens tout à fait. Donc un pays laïque. C'est ce que je vous dis. Mais c'est ce que je dis, donc un pays laïque. Mais je pense qu'on est tous d'accord pour dire qu'on a à lutter contre tous les intégrismes. Et en étant humain, monsieur. Il faut lutter contre tous les intégrismes, mais il ne faut surtout pas confondre effectivement le fait que la France aujourd'hui est un pays pluriel, avec des gens qui ont des religions et des couleurs de peau différentes, et qui sont à égalité de droits, et qui doivent être respectés également, avec le fait que effectivement les uns et les autres, nous ne sommes pas d'accord avec les intégrismes, et nous devons nous battre tous ensemble contre tous les intégrismes. Louis Alliot, il reste 2 minutes, j'avais une question. De concepts qui n'ont rien à voir les uns avec les autres. Sur la nationalité, vous avez le droit du sang, ça s'appelle la filiation, et de français, celui qui est né de père ou de mère française, il peut être blanc, vert, de toutes les couleurs, il est français pour peu qu'il ait un des parents qui est français. On ne met pas en question le droit du sol. Oui, on devrait remettre en question. Mais est français aussi par naturalisation, celui qui donne toutes les preuves qu'il peut être assimilé à la nation. Mais c'est la loi. Un dernier mot pour conclure. Je veux bien qu'on 30 secondes, je veux bien qu'on termine par une note œcuménique, mais quand Madame le ministre dit qu'il faut lutter contre tous les intégrismes, le premier intégrisme d'aujourd'hui, c'est l'intégrisme islamiste, c'est le premier. Et les musulmans, c'est les premières victimes de l'intégrisme. Merci. Mais oui, il faut en parler véritablement. Il faut un vrai projet, il faut véritablement... En même temps que je vous ai dit, et croyez, en même temps que je vous ai dit que les musulmans, la majorité est contre, j'aimerais davantage les voir dans la rue pour protester. On ne les voit pas. Il faut donner la parole et cesser de stigmatiser. Le temps samedi, il y aura beaucoup de gens dans la rue protester contre le racisme. Ça sera demain. Il y aura une marche dans les grandes villes de France et à Paris, évidemment, contre le racisme. Merci à Georges Paul-Langevin d'être venu, ministre délégué en charge de la réussite éducative. Merci à Louis Alliot, le vice-président du Front National. Merci à Abdelmalik. L'islam au secours de la République à dévorer, à lire. Flammarion, il vient de sortir dans les meilleures librairies, comme on dit. Et merci à William Gold-Nadel, avocat président d'Avocats sans frontières. Merci, on peut vous lire dans Valeurs Actuelles, je ne l'avais pas dit. Bonne soirée à tous. Lundi, on s'intéresse à un sujet important parce qu'il y a une directive européenne. Il y a un débat ici sur les travailleurs, vous savez, qui quittent leur pays pour venir travailler en France et inversement pour les Français. C'est un sujet sensible, évidemment important. Débat ici à l'Assemblée et on en parlera sur ce plateau en direct. Bonne soirée et bon week-end.